Je sais pas si tu as connu les publicités pour l'enseigne de fast-food belge Quick, mais leur slogan en France, qui est génial, je sais pas si ils avaient, on va dire, prévu que ça soit génial. Leur slogan, c'était «Nous, c'est le goût», avec une espèce de voix qui arrivait en écho là. Nous, c'est le goût. Je pense que leur idée, c'était de se positionner, hein, on va dire, face aux autres fast-food en disant mais chez nous, il y a du goût. Mais là où c'est génial, c'est que ça synthétise parfaitement le rapport de la société française, société de caste, vis-à-vis du goût. Finalement, on vit dans un pays où le goût a avant tout une valeur sociale. C'est le fameux Bourdieu, Pierre Bourdieu, Saint Pierre Bourdieu, hein, tellement on est un pays qui aimons nos sociologues, l'INSEE, et bref, en plus si tu as fait socio-éco au lycée, tu sais de quoi je parle. Bourdieu et son habitus, hein, qui explique avec un exemple très parlant, eh bien cette espèce de, on va dire, de significatif de classe sociale à travers notamment la consommation d'apéritifs. On va préférer peut-être le whisky single malt dans des milieux, on va dire, plus élevés et l'apéritif anisé dans des milieux, on va dire, plus populaires. L'habitus de Bourdieu et finalement qui est quelque chose que tu retrouves moins dans d'autres cultures. Je pense notamment à toutes ces cultures où riche ou pauvre, manger beaucoup est toujours vu comme quelque chose de stylé, quelque chose, un signe comme quoi ben t'as le pouvoir, t'as suffisamment de ressources pour. Là où nous justement, vieille Europe et France en particulier, il y a cette espèce de, on va dire, d'esthétique de la frugalité à mesure que tu montes dans la pyramide sociale. Et c'est une vraie guerre des goûts. Hein. Finalement, les goûts sont pas personnels, les goûts sont ceux des groupes sociaux. Et donc, on va avoir, eh bien, les goûts, les habitus bourgeois et les goûts, les habitus prolétaires, même si le terme prolétaire renvoie plus vraiment à une réalité socio-économique aujourd'hui. Mais en gros, le French Dream, hein, tu vois, aller chez Action, acheter des trucs chinois bas de gamme, flashy, fluo, consommer du sucre, mater des émissions sur TF1, bah, typiquement, voilà, hein, c'est une chaîne connotée prolo. Là versus où on va avoir des choses plus bourgeoises, le simple fait d'aller au musée en France, voilà, tu vas pas au musée parce que t'aimes voir des tableaux où tu as besoin de voir des œuvres en vrai, tu y vas pour signifier que tu as un certain statut social. J'ai vu les nymphéas. Et puis tu passes tout ça à la moulinette hegelienne de l'engendrement dialectique des contraires, et ça va te donner également ces espèces de le prolo qui va te dire que lui, il peut pas vivre sans Balzac, Victor Hugo, qui va essayer de t'envoyer comme ça quelques rêves classiques pour montrer qu'il a quand même de la culture, et le bourgeois qui va crier, devenir fou et transpirer devant un match de foot pour montrer qu'il est proche du peuple ou qu'il va jouer à la pétanque. Enfin, en gros, voilà, on vit dans cette espèce de chassé-croisé des apparences en France qui est extrêmement pénible parce que au final, tout le monde revendique un nous, c'est le goût, mais personne n'a vraiment idée de ce qu'est le goût, en tout cas a du mal à le définir, ne serait-ce parce qu'ils sont ego-invested dedans, hein, ils ont indexé leur personnalité sur cette notion collective du goût qui les empêche de développer leur propre goût, et rien de ce qu'ils revendiquent comme du goût finalement n'est du goût. Alors qu'est-ce que le goût? Eh bien, on va le définir de manière très simple, et eh bien pour rendre à comment ça s'appelle Cal Newport, ce qui est à Cal Newport, c'est dans le podcast qu'il avait fait de mémoire chez Tim Ferriss quand il a sorti son bouquin Slow Productivity que je l'ai entendu. Le goût, c'est savoir ce qui va bien ensemble. Prends 2 secondes pour faire tourner ces mots dans ta tête. Le goût, c'est savoir ce qui va bien ensemble. Il parle des études d'art aux États-Unis et typiquement, il dit une école d'art aux États-Unis, hein, c'est pas le même modèle que nos beaux-arts français. Une école d'art ne t'apprend pas à créer. De toute façon, tu apprends à créer en créant et en encaissant les épreuves que ça demande. Elle enseigne à leurs élèves, c'est ça, c'est Master of Fine Arts, à savoir quels éléments, quels sous-ensembles d'une œuvre vont bien ensemble ou ne vont pas ensemble. Voilà, le goût, c'est ça. C'est finalement la dignité du chef ou du cuisinier, hein, du chef cuistot. Pose-toi 5 secondes et imagine-toi que je te serve, je sais pas moi, une tarte au saumon, à la mangue, à la béchamel, au curcuma et qu'est-ce que je pourrais mettre, et aux sardines en boîte.
Bon, ce serait dégueulasse, voilà, ça va pas ensemble. Eh bien, si tu sers cette tourte à quelqu'un et que la personne vomit, tu assumeras l'entière responsabilité de ta recette infernale. Hein. C'est pas, tu pourras pas dire oui, mais j'ai entendu dans la plume et l'épée. J'improvise complètement cette recette et j'encourage personne à la faire. Mais en gros, un chef, c'est ça, c'est quelqu'un qui va savoir expérimenter, qui va tellement bien connaître les ingrédients, les sous-ensembles, les sous-jacents, qui va pouvoir les assembler de manière créative pour à la fois respecter les canons. Bah, moi, tu vois, je suis pas un grand cuisinier, mais j'aime bien, je sais pas moi, regarder sur YouTube Philippe Etchebest, par exemple, m'expliquer comment faire un bœuf bourguignon. Voilà, j'avais envie de faire du bœuf bourguignon l'hiver dernier, parce qu'il connaît les fondamentaux, les classiques, et il les connaît d'ailleurs si bien qui peut apporter un petit twist, une petite variation qui juge améliorative pour la recette. Il en est à ce niveau-là en cuisine. Moi, pas du tout. Je fais ce que Philippe Etchebest me dit de faire étape par étape en me concentrant. Mais en gros, t'as l'idée et on pourrait dire de même pour la littérature. Hein. La littérature, c'est connaître les genres, savoir ce qui les constitue et quand t'es suffisamment bon, savoir également quel élément ajouter. Et c'est ce qui va donner du goût, ce qui va faire une œuvre cohérente. Finalement, le goût, c'est ça, hein, développer son sens du goût. C'est intéressant les mots finalement qui nous renvoient à la sensorialité. Développer son sens du goût, c'est développer son appréciation des différentes saveurs, textures, couleurs. Enfin bref, on pourrait aller à l'infini dans cette métaphore culinaire pour savoir quoi mélanger, quoi ne pas mélanger. Et avec le temps, la culture n'est plus du name dropping, n'est plus de la citation, c'est la maturation interne, et ta connaissance de toi, savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, sachant qu'on peut reconnaître la grandeur, la qualité d'une œuvre sans aimer. Moi, par exemple, j'ai du mal à lire Tolstoï, ça me tombe un peu des mains. Pourtant, Tolstoï, c'est extraordinaire en termes d'acuité sur la nature humaine, de densité d'information, de justesse dans le choix des mots, de construction grammaticale. Enfin bref, Tolstoï, c'est magnifique. Et j'ai du mal. Voilà, ce n'est pas mon goût, mais j'ai développé suffisamment de goût pour pouvoir dire, Tolstoï, oui, il n'a pas volé sa place au panthéon des écrivains avec un grand E, accent aigu, voilà. Même si c'est pas ma tasse de thé. Voilà, j'avais envie de faire ce podcast. On pourrait se dire, il trash un peu la France dans ce podcast. Je trash pas. Moi, je considère que de toute façon, c'est un de mes jobs, ça fait partie de ma dignité justement d'auteur, de pouvoir avoir un discours critique sur la culture qui m'a vu naître, sur ma génération, sur ma propre personne. Voilà, je pense que ça fait partie justement des sous-catégories à sinon maîtriser, en tous les cas aborder quand on prétend faire de la littérature ou de la psychologie. Et les deux vont ensemble pour moi sur un certain plan. Donc voilà, dans tous les cas, je fais une forme d'autocritique. Je constate que voilà, quand j'étais jeune étudiant, lycéen, on me disait très cultivé parce que j'étais un gros consommateur et que c'était même pas pour chercher à briller socialement, mais j'avais une faculté à battre n'importe qui dans l'environnement immédiat en name dropping. D'ailleurs, je battais tellement tout le monde en name dropping qu'il fallait que j'aille sur des forums discuter avec d'autres amateurs et name dropper. Mais voilà, parce qu'on était intense, on était dans ce qu'on aimait. Et je peux pas juger du goût d'ailleurs de ces personnes. C'est juste que voilà, on était des consommateurs forcenés. Et justement, quand tu passes le cap et que tu deviens un créateur, tu es obligé de développer du goût, ne serait-ce que parce que si tu mets tous les éléments que t'aimes dans une œuvre, ce sera indigeste, ça sera pas bon. Hein. Les éléments que j'ai cités pour la recette horrible sont bons séparément, mais pas ensemble. Et développer son goût, c'est savoir quand les marier les uns aux autres. Voilà, je pense que j'ai mis échec et mat à la définition du goût. Elle est pas de moi, mais je pense pas qu'on puisse faire plus simple. Et je pense que la simplicité, je suis d'accord avec De Vinci, et le raffinement suprême. On a besoin de définitions simples, d'arrêter de se faire vendre de l'intellectualisme. J'espère y avoir contribué avec ce podcast. Si ça t'a plu, si ça t'a parlé, si ça t'a fait, peut-être questionner ta conception du goût, n'hésite pas à remercier ça d'un like, j'apprécierais, ça fait toujours du bien pour le référencement. Je te dis à très vite pour le prochain numéro de La Plume et l'Épée. Prends soin de toi et de ton goût.